Le temps de lancer. Voilà, exactement. On aura certainement ce genre de photo qui apparaîtra. Bien. Bonsoir à toutes et tous, que vous soyez avec nous ce soir chez Next ou en distance sur Teams pour ce meet-up lyonnais en hybride. On revient au présentiel enfin. Donc déjà, à tous ceux qui sont parmi nous ce soir, merci beaucoup de vous être déplacés. Et du coup, cet événement a lieu notamment parce que du coup, Next Decision nous accueille chez eux. Donc si François, tu veux dire un tout petit mot, quelques minutes. En tout cas, nous, on est très contents de vous avoir avec nous aujourd'hui. Next Decision, alors, je ne sais pas si vous connaissez, on est arrivé il n'y a pas longtemps dans la place lyonnaise. C'est une société, on est quasiment 200 collaborateurs en France. Et on a ouvert à Lyon il y a 1 an et demi, avec un gros focus, notamment sur Microsoft, mais pas que, dans le monde de la data. Et on est une petite vingtaine de collaborateurs sur la région. On est ces locaux-là et au-dessus. On est plutôt dans le centre et on travaille avec un gros focus avec les clients de l'Aile et les clients aussi qui sont Paris. Et Marie, qui est avec nous, m'a gentiment demandé si elle pouvait justement profiter du club Eurobay pour accueillir en tout cas les équipes, toutes les personnes qui sont présentes dans ce club-là sur la région de l'Aile. C'était avec grand plaisir pour pouvoir vous accueillir ici. Puis passer une très bonne soirée. Il y aura des petites pizzas après derrière, ne partez pas tout de suite avec des petites bières pour passer un peu de temps ensemble. Voilà. Et oui, parce que du coup, le retour au présentiel, c'est aussi ça, parce que c'est comme ce qui nous tenait à cœur, faire une petite réunion Teams, et puis après, tous quitter la réunion et fermer le PC, c'est quand même pas très drôle. Avant, il y a eu un avant, on faisait un petit peu, buvait, on mangeait un petit morceau. Après les meet-ups, c'était aussi l'occasion de se retrouver. Donc voilà, on aura également ça à la fin de la soirée pour ceux qui peuvent rester, bien évidemment. Pas d'obligation, mais bon. Vous avez fait le déplacement, autant venir, rester. Donc du coup, qu'est-ce qui va nous occuper ce soir? On a la chance d'avoir du coup Charles-Henri qui va pouvoir, avec Marie, nous faire une super présentation sur les composite modèles. Les composite modèles, fonctionnalité donc, qui est sortie il y a déjà un petit moment. Alors je laisserai évidemment dérouler leur sujet. Mais le but, c'est de se dire, OK, 1 an et demi après la sortie, finalement, on en est où? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Il sera peut-être un petit peu plus technique que d'habitude. On essaiera de rester tout de même compréhensible, mais le but, c'est quand même de voir un peu plus quand même dans le détail ce qui va se passer derrière ce gros sujet qui est les composite modèles et qui est attendu depuis à peu près que Power BI était sorti. Donc ça fait déjà un moment, 5-6 ans qu'on attendait cette fonctionnalité. Petit rappel des règles pendant la session, notamment sur les personnes en ligne. Merci de ne pas activer vos micros. Pour la partie caméra, on s'est enregistré, bande passante, tout ça. Bon, si vous pouvez ne pas mettre vos caméras, c'est quand même plus pratique pour tout le monde, pour assurer la meilleure des qualités. Et n'hésitez pas, on a donc le chat à côté. Si vous avez des questions, on relaiera les questions. On essaiera aussi de voir si des questions sont posées dans la salle, si ce n'est pas entendu, bien les relayer pour que tout le monde puisse suivre correctement. Et surtout, ne partagez pas votre écran. Merci beaucoup. Alors, quelques rapides news communautaires. Le Club Power BI, pour ceux qui... déjà, pour qui c'est la première fois un événement du Club Power BI, alors notamment ici, peut-être en ligne également, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. 1, 2, 3, 4... Ouais. Ah oui, quand même, tout de même. Donc, on a un petit tiers-quart de la salle déjà pour qui c'est la première fois. Bienvenue, évidemment. Club Power BI, très rapidement, on a un site qui sert de lien pour tout le reste de nos ressources. Le site Meetup, pour pouvoir participer au prochain Meetup, évidemment, voir tout ce qu'il y a. L'idée, c'est de piocher ce qui vous intéresse. Il y a un certain nombre d'événements qu'on fait. On en fait toutes les 2 semaines, toutes les semaines. Ça dépend des périodes. Le but, c'est que les sujets sont enregistrés. Si vous voulez vous connecter à distance, vous pouvez. S'il y a des sujets qui ne vous intéressent pas, ce n'est pas très grave. Mais on a beaucoup de choses qui sont sur YouTube également, toutes les vidéos. Et notre forum, si vous avez des questions, forum en français. Voilà, pas besoin d'aller sur un site anglo-saxon. Vous pouvez donc poser vos questions. N'hésitez pas, tout le monde le fait. Donc, c'est pas parce que vous avez des sujets avec des trucs super sécurisés, vous inquiétez pas. Hein. On peut débloquer des sujets sans avoir accès à toutes vos données. Donc n'hésitez pas. Et puis le compte Twitter également. Alors, juste, il y a un souci? Rachel, il ne faut pas partager sur un téléphone, hein, c'est pas la peine. Ah Rachel, vous pouvez reprendre le partage. Pardonnez-moi, monsieur.
J'avais dit pas de partage. Hein. C'était pour tester si on Non, suivait. Pas de caméra. Si, je dis pas de partage aussi. Ça va, c'était pas trop inquiétant ce qui était partagé, donc ça va. Une petite fausse manip, c'est pas grave. Et ça sera quand même sur YouTube. Et ça sort sur YouTube, effectivement. Ta. C'est la caméra. Ouais. Et Et voilà, on est reparti. Bon, voilà. Et du coup, il y a d'autres événements qui arrivent. L'émission, notre nouveau format, tous les mois, on présente les nouveautés, donc qui seront le 30 juin et les, je crois, 2 derniers meet-up de la saison avant les vacances. Strasbourg pour les objectifs, donc la fonctionnalité Goals dans Power BI, et une présentation des Parisiens sur les Power BI Data Mart. Voilà. Et je vous laisse la place. je suis en train de faire jouer tous les objets bizarres. On va se présenter rapidement l'outil Facebook. Donc rapidement, donc moi c'est Marie Aubert, je suis comme l'a dit François, consultante chez Next Décision à Lyon. Voilà, donc par ailleurs j'anime le club Power BI pour la région lyonnaise avec Thomas et pour moi c'est un super plaisir de me retrouver ce soir parce que finalement je pense qu'on n'avait pas fait de meet-up en présentiel depuis 2 ans et demi facile. Donc ravie que vous soyez là. Ravie de parler de ce sujet qui m'a posé pas mal de questions ces derniers mois et de pouvoir en parler avec toi, cher Henri, qui est venu jusqu'à nous pour en parler. Donc, merci à toi. Et donc, du coup, tu étais MVP aussi? Je l'étais. Donc, moi, je suis aussi MVP Data Platform, comme Marie, grâce à Marie d'ailleurs. Et je travaille chez Air Liquide et je suis aussi content de parler des modèles composites, un peu moins content de revenir en présentiel. Bon, vous êtes là, je vais faire semblant d'être content. Et voilà, les modèles composites, ça vous parle? Qui est-ce qui a jamais entendu parler du concept de modèle composite? C'est possible, vous avez peut-être entendu d'autres noms, modèles hybrides, on va en parler. Que je re-switch le PowerPoint, bien vu. Le petit PowerPoint. Donc, du coup, j'ai bien fait, j'ai préparé un petit schéma pour que je repose ce que c'était les modèles composites avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour vous présenter un peu l'agenda de ce soir, du coup, on va faire un petit état des lieux de qu'est-ce que les modèles composites dans Power BI finalement, des nouveautés, puisque depuis que cette feature est sortie il y a 1 an et demi, il y a quand même eu des nouveautés, même si on est toujours en preview. On verra quelques cas d'usage et quelques cas d'usage qui fonctionnent bien. Et puis, comme toujours, quand on prépare un meet-up avec Charles-Henri, on a tendance à aller voir les freins aussi, et ce qui fait que ça fonctionne moins bien et pourquoi on y va ou on n'y va pas plus vite. Comme tu disais, les modèles composites, moi je prends le souvenir que les modèles composites c'était le premier nom quand ils ont sorti la feature en décembre 2020, donc ça fait un petit moment. Depuis, vous le retrouverez peut-être aussi sous le terme de modèle hybride. Et maintenant, dans Power BI Desktop, en tout cas, ça s'appelle Directory for Power BI Dataset and Azure Analytics Services. C'est tout la même chose. On parle bien des modèles composites. Et qu'est-ce que c'est finalement? Donc, depuis les débuts de Power BI, on a plusieurs façons de se connecter à un rapport. Donc, quand vous avez votre rapport que vous construisez dans Power BI Desktop, vous construisez finalement 2 objets, un rapport et un dataset, donc le jeu de données. Et c'est bien ces 2 objets que vous allez retrouver distinctement quand vous allez publier sur le CRX. On a donc plusieurs modes de connexion. On a l'import de données qui finalement embarque toutes vos données extérieures dans votre jeu de données, dans votre rapport. Toutes les données sont en mémoire. Et depuis les débuts de l'outil, on a aussi un autre mode de connexion qui permet d'aller récupérer ces données, qui est le Live Connection, donc qui va juste permettre, quand on construit son rapport, d'aller se connecter à un jeu de données Power BI déjà publié sur le service, ou à un cube Analysis Services, c'est sensiblement la même chose, qui sera donc déjà construit. Et en fait, vous remontrez juste les métadatas, vous ne remontrez pas les données. Donc depuis le début de l'outil, on a ces 2 grands modes de connexion. Et en tout cas, moi, depuis le début de l'outil, j'entends beaucoup dire « Ok, le Live Connection, c'est super, mais j'aimerais bien pouvoir rajouter un fichier Excel, une colonne en plus, la petite source qui est la mienne. » Et ça, ce n'était pas possible. Donc, cette envie-là de rajouter une source tierce était très demandée. Et c'est ça qu'on appelle les modèles composites finalement. C'est cette capacité à rajouter à un dataset
sur lequel vous êtes connecté directement d'autres sources de données. Et c'est bien, voilà, c'est bien ce plus les autres sources de données qui est important. Si je formule un peu autrement pour être sûr que tout le monde soit en phase. En gros, quand on fait de l'import de données dans Power BI, donc là, vous avez un fichier Power BI, c'est découpé en deux parties, quand vous le déployez sur powerbi.com. Vous avez une partie qui va être le dataset, une partie qui est le rapport visuel, finalement. Et l'avantage de cette partie connexion direct query, ça va être de pouvoir se connecter au dataset qui a été publié via un autre rapport Power BI avec juste la partie visuelle. Donc ça veut dire que si vous prenez ce rapport-là qui serait à gauche, qui s'appelle par exemple vente, il va contenir les données à l'intérieur, vous le déployez sur powerbi.com, il va peser 100 mégaoctets par exemple, et vous allez avoir la possibilité de récupérer, de capitaliser sur tout ce qui a été fait sur ce rapport de 100 mégaoctets en connectant juste la partie visuelle sur le dataset, donc celui-ci fera 30 KO, 40 KO, très petit. Et donc, c'est ça qui est intéressant, mais la limitation, comme tu le disais, c'était de se dire, ah ben, je me suis connecté au modèle de quelqu'un d'autre, je voulais rajouter juste mon petit fichier Excel, et c'est pas possible. Dire, bah, je ne vais pas refaire tout le travail de mon collègue juste parce que je ne peux pas rajouter mon fichier Excel. Donc, maintenant, on peut rajouter, grâce au composite modèle, des fichiers Excel. Un fichier Excel, on fait bien. Donc c'est bien celle qui est sortie en fait en décembre 2020 et je pense que ça a quand même été la release majeure de l'outil depuis sa sortie. Et depuis, on est toujours en preview, ce qui veut dire qu'on n'est pas en dispo général. Donc s'il y a des bugs ou s'il y a des régressions ou autres, quelque part. Et pas de support. Voilà, non, pas de support. Il y a quand même eu des choses qui se sont passées depuis cette année et demie, puisqu'on a eu donc une V2 en octobre 2021, qui a embarqué, on verra juste après sur une démo, la possibilité, quand vous vous connectez à un deuxième dataset ou à un deuxième cube, de sélectionner ce que vous voulez remonter dans votre fichier et de ne plus être obligé de remonter l'intégralité du jeu de données. C'était déjà un ajout sympa parce qu'on n'est pas obligé systématiquement de remonter les deux modèles entiers. Et puis, une amélioration des perfs grâce au parallélisme des requêtes qui sont exécutées. Donc, juste un petit tour sur les prérequis puisqu'on est sur une preview. Si vous voulez vous servir des modèles composites, dans Power BI, il faudra penser à aller dans les options et à activer la preview, préversion en français, qui s'appelle Direct Query, ce qu'on a vu tout à l'heure, pour Power BI Analysis Services. On en parlera à la toute fin, mais cette fonctionnalité doit être aussi disponible au niveau du portail, puisque maintenant, on a aussi la possibilité, en tant qu'administrateur Power BI, de bloquer la publication des modèles composites. Donc, si l'administrateur Power BI l'a bloqué, vous pouvez toujours faire le modèle, vous ne pourrez pas le partager. Et enfin, il faut que le point de terminaison XML soit activé. Je te laisse me parler d'un cas d'usage basique et efficace. Travailler. Donc, j'ai un modèle classique, vente, employé, commande, tout ça. Enfin, je vais vous montrer ça concrètement. Et j'ai besoin de rajouter des targets, donc des objectifs de vente. Jusqu'à ce que la fonctionnalité des modèles composites sorte, j'ai été obligé de retravailler mon modèle initial, ce qui n'était pas forcément l'objectif parce que l'équipe qui s'occupe de ce modèle de vente n'est pas forcément le même que celui qui s'occupe des targets. Donc du coup, bien content d'avoir une fonctionnalité qui me permette de le faire moi-même. Donc pour ça, j'ai créé un fichier complexe Excel. Attention, comme l'a dit Thomas, on est vraiment sur de la complexité ce soir. Bravo. Gros fichier Excel. Avec des targets niveau année, on a à peu près à mon niveau de commerce, donc 4 années et des montants. Ça va? Si vous avez besoin que je répète, vous me dites. Hein. Donc on a nos 4 années, on a fait notre fichier target. Je travaille dans le commerce, donc du coup, je ne sais pas faire beaucoup plus dans Excel. Non, je ne sais pas. Il est taquin. Et du coup, j'ai développé un humour bizarre pendant le Covid. Voilà, avant, j'étais drôle. Et du coup, j'ai mon fichier, il est là, et je dis aux personnes qui s'occupent du modèle Sales, mais est-ce que tu veux intégrer dans ton fichier en import mon fichier Excel? Et il me dit, mais tes targets, ça intéresse que toi, tous les autres qui utilisent le modèle. Ça, c'est ce qu'il y a. Il s'en fiche, pourquoi est-ce que tu m'embêtes avec ton fichier de target? Donc,
Avant, j'avais vraiment pas le choix à part aller supplier de le rajouter dans mon modèle, donc qui ne contient pas cette table-là. J'avais vraiment pas le choix. Donc, vous voyez, ça c'est le modèle initial, que de lui demander d'importer ce fichier en plus dans son dataset et de le redéployer, donc de le mettre à disposition de tout le monde. Avec les modèles composites, en effet, j'ai pu créer un autre fichier. J'ai fait l'opération pour vous. Hop. Target, je vais déjà faire normalement quelques temps. Bordé partout. Ouais. En plus, j'ai des versions de retard, des modèles locaux, tout ça, toute une bazar. Normal, quoi, la base. Donc, du coup, là, tu es connecté en fait en direct sur un modèle qui s'appelle Sales et qui va exposer Order. Tu es connecté sur Order. Donc, on a une table principale avec une fait qui est la table Order et puis un certain nombre de dimensions. Et finalement, la tâche à rendre, c'est de rajouter juste les targets. C'est ça, alors je l'ai déjà fait, hein, je ne vais pas vous faire la manip, mais en gros, on voit qu'en bas, là, je suis en mode de stockage mixte et que j'ai une mise à jour à faire, donc ça, c'est pas lié. Donc, stockage mixte, ça veut dire que en plus de m'être connecté à dataset, vous savez, quand vous êtes ici pour vous connecter, oh, à la limite, je peux faire l'exercice. Puis un Power 9. Mais en gros, en plus de m'être connecté à un dataset distant, ce qu'on retrouve dans obtenir des données plus. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le fait de mon Power BI. Voilà, quand je clique ici, je suis dans un nouveau Power BI. Je vais aller chercher pour plateforme, jeu de données Power BI. Là, je peux me connecter justement en direct query à ce jeu de données. Ça veut dire que je ne vais pas copier les données localement sur ma machine, je vais me connecter à un modèle distant qui est déployé sur powerbi.com. Donc là, je vois que j'ai mon modèle Sales. Je dis OK, je me connecte dessus. Et en effet, j'ai bien accès au modèle qui a été préparé pour moi. C'est instantané, le fichier est léger. Et j'ai un ensemble de dimensions et de tables de fait. Jusqu'ici, tout va bien. Là où les choses se compliquent un petit peu, c'est si j'ai envie d'ajouter mon fichier Excel. Donc là, on me dit tout de suite, pour modifier, pour ajouter votre fichier Excel, vous allez avoir besoin de créer une connexion Direct Query et un modèle local. Voilà, OK, j'ajoute un modèle local. Donc là, finalement, je vais avoir une copie des métadonnées en local sur mon fichier Power BI. Je vais pouvoir aller chercher un autre fichier pour le mélanger avec mon modèle distant. Le fichier, donc pour l'utiliser. Donc, c'est quand même une fonctionnalité qui était attendue. Parce qu'en effet, je garde mon modèle distant et je vais pouvoir ajouter mes données en import dans mon modèle local. Je fais charger tout en gardant la possibilité de l'actualiser, la possibilité de gérer ces données qui seront propres à mon modèle. Hop. Donc maintenant, je suis dans un modèle composite, hybride, Direct Query, les 36 noms qu'on produit. Aujourd'hui, on ne sait plus vraiment comment ça s'appelle, comme tu disais. Et donc, on a ma target à l'arrivée, que je peux voir ici, dans la liste d'états. Si je vais dans Target, elle est bien importée dans mon modèle. Mes autres dimensions, je ne peux pas les voir, parce qu'elles ne sont pas en local sur ma machine, elles sont distantes sur powerbi.com. Et je vais pouvoir créer une relation entre les deux. Donc là, je suis un peu dans le fonctionnement de rêve. Moi, ça me plaît beaucoup, ce fonctionnement. C'est vraiment ce que je veux, c'est pouvoir rajouter mes informations. Hop, je fais mon lien sur ma target, sur mon année. En plus, volontairement, je ne suis même pas sur une granularité identique, c'est-à-dire que ma target est à l'année, alors que mes autres tables de faits sont au niveau jour. C'est pas grave, ça marche très bien. Ma relation est là. Et je vais pouvoir commencer à utiliser du coup ma target, pour mon temps, ici, avec une consolidation avec mes données de vente. Alors, je vous ai préparé la chose, histoire de ne pas créer mes mesures, tout ça, pendant, si je retrouve Sales Target quelque part. Sales Target, en effet. Donc là, j'ai préparé un petit schéma. J'ai mis mon année, mes montants, mes targets et mon pourcentage de target. C'est vraiment l'usage que je voulais.
j'ai créé, j'ai importé les données qui m'étaient propres. Je les ai mixées avec un modèle distant. Ce qu'on voit bien parce qu'elles n'ont pas la même couleur ici. Ça, c'est mon modèle distant, ça, c'est mon modèle local. J'ai créé une mesure avec un DAX, pareil, extrêmement compliqué. Somme de target amount, magnifique. J'ai affiché ça sur un axe commun l'année, qui vient de ma dimension date. Et j'ai fait une autre mesure extrêmement compliquée, que j'ai dû mettre dans order, pourcentage de target, qui est divise le month et la target. Et Power BI va très bien faire le job. Exactement l'usage que j'attends des modèles composites. J'ai la capacité d'analyser l'évolution de mes ventes par rapport à ma target et puis pouvoir actualiser ça régulièrement et avoir mes chiffres qui sortent. Je modifie mon fichier Excel parce que je change ma target. J'actualise mon modèle local dans le service ou localement sur la machine et j'ai ma target qui est mise à jour sans avoir besoin d'embêter le propriétaire du premier dataset. C'est cool, non? Ça, c'est ce qu'on attend. C'est ce qui marche. On est content. Vous comprenez que par opposition, Maintenant, qu'est-ce qui marche pas? On a plein de cas d'usage qui marchent. Ça marche pas en local. Non, ça peut se déployer sur le service et ça va marcher pareil. Avec ça s'actualise même dans le service. Si mon fichier Excel n'est pas sur mon bureau, s'il est déployé sur OneDrive ou sur un SharePoint, ça va s'actualiser. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que là, si on publie le rapport que va nous construire Charles-Henri, pour le coup, on va republier un rapport et un dataset. Et du coup, ce jeu de données-là qu'on aura republié sera composé à moitié de celui qui était distant et de ce fichier Excel. Un autre cas d'usage qui marche, finalement, c'est pouvoir croiser deux modèles. Parce que là, on a rajouté un petit fichier Excel, mais ce qui arrive aussi beaucoup, c'est d'avoir deux modèles et qu'on aimerait pouvoir se faire parler et que jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas faire parler. Et ce cas d'usage-là, il fonctionne aussi. Je parle dessus là. Ouais. Je peux en parler? Ouais, Je ne suis pas aussi enthousiaste que toi. Moi, je travaille chez Air Liquide, c'est un gros groupe. Chez Air Liquide, on a des équipes complètes qui travaillent sur des parties de modèles. Donc, on a une équipe complète qui travaille sur un modèle financier. Une équipe complète qui travaille sur un modèle supply, donc la livraison avec les camions. Complète qui travaille sur un modèle, qu'est-ce qu'on a comme modèle? Je sais pas, stock. Voilà. Donc, on se retrouve avec plein de modèles. Puis forcément, il y a quelqu'un du métier un jour qui dit « Ah, c'est vachement bien, on aime bien les 3 modèles qui ont été développés. Ce serait bien qu'on puisse avoir les indicateurs de stock dans la supply. » On a un stock, c'est lourd, on a déjà fait un modèle dessus. Est-ce qu'on fait un modèle qui contient tous les éléments que veut voir le métier? Auquel cas, il faut qu'on refasse toutes les transformations, tous les indicateurs qui ont déjà été faits dans le modèle supply de stock. Ou est-ce qu'on utilise le modèle composite pour faire ça? C'est-à-dire que là, vous le voyez ici, j'ai mes dimensions qui sont existantes, j'ai ma table de fait commande et j'ai ramené la table de fait vente qui vient d'un autre modèle, autre équipe, et j'ai croisé avec des dimensions communes ces informations de vente. Et c'est là que les choses vont se complexifier un petit peu. Dès qu'on va avoir des relations, on voit que la relation est beaucoup moins simple que juste un trait entre l'année et une table de target. On a des relations qui vont être un peu plus complexes et des volumes aussi qui vont être par nature un peu plus importants. Donc moi, c'est vraiment ce que je veux pouvoir faire avec les modèles composites, parce que j'ai des gros gains de développement à avoir. Je ne vais pas redévelopper plusieurs fois la même chose. Je vais juste prendre dans chacun des modèles ce qui m'intéresse et les joindre sur des analyses communes. Hyper intéressant en termes de réactivité, plus besoin de faire des user stories pour faire évoluer le produit. Je vais pouvoir vraiment aller chercher ce qui m'intéresse et qui existe déjà, en capitalisant sur les indicateurs qui ont été développés par les équipes compétentes de la supply pour le sujet supply et par les équipes des stocks pour les stocks, etc. Ça, j'aime bien. Donc ça, ça marche, dans le sens où on peut faire ça. Tu veux que je conclue en disant que ça marche? Non. Donc il y a des choses qui marchent. Tu veux en parler? On parle. Il y a des choses qui marchent. Donc, marche le fait d'ajouter de multiples sources de données différentes, donc en direct query. Donc, en direct query, ça va être sur un dataset ou Power BI ou sur un cube Analysis Service. En import de données, ça va être Excel, comme il l'a montré tout à l'heure, mais ça peut être aussi des fichiers plats, etc. Maintenant, et je pense que je vais passer dessus, on va pouvoir aussi, va se poser la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc, est-ce qu'on va pouvoir, comme avant, créer des tables calculées? Est-ce qu'on va pouvoir rajouter des colonnes? Donc, c'est tous ces cas un petit peu qu'on s'est proposé de parcourir sur la suite pour se dire, du coup, on y va ou on n'y va pas sur les modèles composites. Donc, pour vous parler des tables calculées,
Parle dans ton ordinateur avec le truc qui s'arrête. Ça s'affiche pas quand tu descends. Je tape calculer. En plus, tu me fais ouvrir les fichiers. Là, le deuxième. Donc, imaginons, comme vous l'avez montré Charles-Henri juste avant, qu'on ait deux modèles. Donc là, j'ai deux couleurs. Quand on est connecté en direct, donc sur des datasets ou des cubes, on a des petites couleurs qui sont apparues maintenant au niveau du modèle pour indiquer la provenance des deux modèles. Donc là, j'ai bien un modèle bleu clair qui est mon premier modèle qui s'appelle Order, qui est déjà publié sur le service. Et je vais avoir un modèle bleu foncé ici, qui est un modèle Sales, qui est aussi publié sur le service. Donc, pour la démo, on a un peu facilité les choses dans le sens où les deux tables de fait, Order et Sales, en fait, elles ont exactement les mêmes tables de dimension dans les deux modèles. Finalement, c'est un petit peu plus simple à croiser et ce ne sera pas toujours le cas dans la vraie vie. Donc, ce que j'ai pu faire, c'est ce que tu montrais tout à l'heure, c'est rajouter ma table Sales et aller la relier à toutes les dimensions du premier modèle que j'avais remonté, puisque j'ai déjà toutes les informations, j'ai des clés, j'ai tout ce qui va bien. En passant, je ne sais pas si vous avez vu que les relations ont légèrement changé au niveau du graphisme. On a maintenant pour identifier qu'on est sur une relation entre deux modèles, donc un modèle composite, on a ces sortes de petites accolades qu'on n'avait pas avant. Et d'ailleurs, je les ai bien sur la table de fait que j'ai importée en second, alors que sur mon modèle de base, j'ai une relation normale et je n'ai pas ces deux petites parenthèses. La question qu'on s'est posée, par exemple, c'est est-ce qu'on va pouvoir créer une table calculée? Parce que, admettons que je remonte ces deux modèles et que je veuille analyser, j'ai une table employée, mes chiffres en fonction de mes employés. Rien ne m'assure que je vais avoir une exhaustivité entre les employés du modèle Order et les employés du modèle Sales. Donc, peut-être aussi que je vais avoir besoin de recréer une dimension employée commune qui me permette d'être sûr que quand je vais analyser mes KPI après, j'aurai bien l'exhaustivité des informations. Donc, j'ai créé ici une table calculée que vous voyez ici. Je vais mettre là, voilà, formule. Donc, c'est juste un union de mes deux dimensions. La dimension employée qui vient de mon premier modèle et la dimension employée 2, du coup, qui vient de mon second modèle. J'ai créé avec un distinct pour être sûr de ne pas avoir de doublons. Et la question que je me pose, en fait, c'est est-ce que ça fonctionne? Donc, j'ai dans chacun de mes modèles, j'ai des indicateurs. Donc, par exemple, dans l'effet order, je vais avoir des amounts. Donc, je vais les mettre ici. Et pareil, je vais vous mettre un indicateur des sales. Qu'est-ce qu'on a? On avait calculé ça, par exemple. Donc, ça, c'est deux indicateurs qui proviennent des deux modèles différents. Jusque-là, ça fonctionne bien. L'intérêt est-ce que de créer une table commune, ça va fonctionner? Mais, par exemple, si je veux analyser ces deux KPI en fonction des employés, je vais glisser employé de ma table calculée et on voit qu'effectivement, ça fonctionne bien. Là où les deux indicateurs trouvent correspondants, j'ai bien mes lignes qui s'affichent comme dans mes modèles initiaux. Donc, créer une table calculée, déjà, dans un premier temps, on s'est dit, ouais, c'est cool, ça marche. Là, je vous avais déjà tout fait. Il y a juste un petit bémol pour moi, c'est au niveau des perfs. C'est long. Ça met du temps à calculer la première fois et plus qu'on en aurait en temps normal. Toi, du coup, vu que tu parles de perf, ouais. Et qu'on a dit qu'on ferait des trucs compliqués, je vais aller regarder pourquoi ça pourrait être long quand même. Non, ce qui est long, c'est quand tu crées ta table calculée et que tu fais entrer. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait après, en fait, quand tu fais une table calculée? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez comment on peut regarder, hein, si vous êtes curieux et que vous voulez regarder ce qui se passe quand vous faites n'importe quoi en DAX, vous pouvez utiliser DAX Studio, qui est un outil proposé par SQL BI. Si vous êtes en Direct Query, DAX Studio il vous permet justement d'afficher le Direct Query et le DAX. Ça vous permet de voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va être joué sur le modèle distant, qu'est-ce qui va être joué sur le modèle local, et qu'est-ce qui se passe si on mixe deux trucs. Déjà, on voit qu'il y a des belles chaînes de caractères géantes qui sont générées pour réussir à faire des choses. Donc là, on comprend un petit peu que on va avoir des problèmes de toute façon à un moment donné. D'accord. J'en profitais juste pour faire une petite. C'est pour ça. Si vous avez envie un jour de gratter un petit peu parce que vous posez des questions, pourquoi c'est lent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est joué sur le modèle distant, vous pouvez juste aller dans. On a dit qu'on gardait la session simple. Tu te souviens? Oui.
L'analyseur de performance, ça reste simple. On va dans Afficher, on fait analyseur de performance, on voit la requête, on copie. Et on voit aussi que les temps d'actualisation, par contre, quand je vais construire un visuel, donc avec une date calculée, mes deux modèles sont honnêtes. Enfin, il n'y a pas de, ça s'actualise, il n'y a pas de souci. Donc sur un premier test à le calculer, moi j'étais plutôt enthousiaste de dire ok, ça marche. Du coup, on a continué en créant des colonnes calculées. Le deuxième cas qu'on s'était demandé, on s'était dit bah, ok, maintenant est-ce qu'on peut aussi créer des colonnes calculées comme avant? C'est moi ça. C'est toi. Ouais. Alors, juste avant que vous continuez là-dessus, il y a une question qui est intéressante de Fanny. Si j'ai activé ce modèle composite, je me suis mis en modèle composite, j'ai mis un fichier Excel et que en fait, je me rends compte que j'en ai plus besoin. Est-ce que je peux revenir en arrière pour revenir sur un Live Connection standard? Alors en fait, quand on passe en modèle composite, on se prend une série de messages d'avertissement, il y en a au moins 3 ou 4. Et dans les 3 ou 4 messages, il y en a un qui dit attention, si vous passez sur un modèle en local, c'est irréversible. Et voilà. Donc, même si vous enlevez le pourquoi du comment vous avez eu besoin du modèle composite, en fait, la réalité, c'est que, comme l'a dit Marie, quand vous avez toutes les OK, quand vous voulez activer le modèle local, en fait, sans avoir ajouté de source, vous êtes déjà passé en modèle local parce que vous avez accepté. Voilà. Ok. Continue. Très bien. Alors du coup, question colonne calculée. On va prendre n'importe quel fichier. Hein. Une colonne calculée, ça va fonctionner. Hein. Vous remarquez là tout de suite qu'on est dans un modèle composite parce que normalement, si vous êtes dans un modèle classique, vous avez pas en apport, en live connexion, vous avez juste une nouvelle mesure. Vous n'avez pas la possibilité de faire une nouvelle colonne. Ce qui fait sens parce que vous ne pouvez pas modifier la structure, à part rajouter les mesures, vous ne pouvez pas rajouter la structure du modèle. Là, j'ai une nouvelle colonne qui apparaît. Je vais vérifier que ça soit bon. Là. Et si vous faites une nouvelle colonne, il y a des choses qui vont très bien marcher, du type, si vous voulez faire le calcul du turnover, le sales amount. Par exemple, au niveau ligne, sur order, est-ce que j'ai un quantity? Je pense que j'en ai un. Quantity fois... Tout va bien se passer. Et quand j'ai ma colonne sales amounts qui est rajoutée ici, elle est bien présente dans mon modèle en tant que colonne. Il y a un petit logo pour dire que c'est une colonne calculée. Et quand je vais l'utiliser, ça va bien me donner les chiffres que j'attends. Je vais pouvoir faire des agrégations automatiques dessus. Surtout si j'étais dans la bon type. Bon, la première vue, je ne l'ai pas fait en... Si, je dois l'avoir. En tout cas, je peux faire une mesure dessus. L'agrégation automatique, ouais. Parce que c'est en général les barres number. Bah, c'est en nombre décimal. Ouais, j'ai peut-être pas bien typé, bref, se casser la tête. Je peux faire en tout cas une nouvelle mesure. J'ai voulu utiliser l'assistant pour la première fois de ma vie, j'ai pas réussi. Hein. C'est un truc de fou. Hein. On m'a dit que ça marchait bien. Mais... non, mais un truc de fou. Hein. Pardon. Pas trop compliqué, pas trop compliqué. Sales. Après, j'écris quoi Il ne me propose pas. Order. Voilà. Sales, je l'ai vu. Hop là, magnifique. C'est dur avec moi. Écrire SM, tiens, vu que vous êtes dur avec moi, et on va la mettre ici. Tac. La mesure fonctionne, la vie est belle. Il y a quand même quelque chose déjà à comprendre de base, c'est que quand vous faites ça, il y a un désavantage majeur de la colonne calculée qui disparaît. Souvent, on vous dit la colonne calculée a un avantage parce qu'elle est persistée, elle est écrite dans le fichier en tant que donnée, et du coup, ça peut augmenter, ça peut accélérer certains de vos calculs parce que vous pré-calculez en quelque sorte la colonne avant d'utiliser une fonction d'agrégation par-dessus. Là, ce n'est pas le cas. Elle est virtuelle, cette colonne calculée. Donc, il faudra être très vigilant dans l'usage de cette colonne calculée parce qu'elle va être computée ligne par ligne dans le cadre d'usage de votre modèle de votre calcul. Donc, ça veut dire que si vous faites une query qui est complexe et que vous pensiez gagner des performances avec la colonne calculée, ça n'arrivera pas quand même parce qu'elle ne sera pas persistée. Elle sera calculée à la volée en fonction de votre besoin. C'est pas grave, à la limite. Tant mieux, ça répond à votre besoin. C'est un peu l'équivalent là. Donc, si je fais ma somme ici,
Quelqu'un saurait même convertir ça, somme de order set the amount colonne calculée avec une mesure classique, sans avoir besoin d'utiliser une colonne calculée? Pas besoin de calculer dans ce cas-là. Faire exactement la même chose sans utiliser de colonne calculée. Quelle est la réponse? Il y a Emery qui dit ce mix. En effet, on ferait ce mix avec exactement la même chose à l'intérieur. Ce mix de order, virgule, order quantity fois order unit price, et ce serait exactement la même chose. Il faut juste réussir à se projeter que, au lieu d'être dans la création d'une colonne calculée qui sera persistée sur le disque, eh ben, elle va être calculée à la volée. Ça, c'est déjà un point important. Le deuxième point important pour moi, c'est que la tentation, ça va aussi d'être de faire des relations sur cette colonne calculée. Parce que vous pouvez faire ça. Vous créez une colonne calculée ici entre, par exemple, une concaténation du city key, customer key, et vous le liez à un référentiel externe avec 1 million de lignes. Vous allez faire une relation sur un truc qui est calculé à la volée au moment où vous faites la requête. Alors là, les performances pour avoir essayé. Internet s'arrête, l'électricité baisse chez vous. C'est la fin du monde. L'âge de pierre. C'est bien dans l'eau. Attention, parce que du coup, si votre modèle il est déployé sur un premium, par exemple, sur un Power BI premium, c'est toute la capacité premium qui est en train de mourir. Ah oui, carrément. Non, mais vraiment, moi j'ai eu 100% d'usage sur les capacités premium, et tout ça sur un modèle avec 150 000 lignes. Sur du P6. Sur un P1. J'avoue, sur un P1. Donc, le danger, c'est qu'il faut bien penser qu'à l'inverse des pratiques qu'on a prises depuis des années, qui étaient d'importer une colonne, de faire les calculs en Power Query, si on fait ça en DEX sur un modèle virtuel, on a un calcul qui est effectué de façon virtuelle au moment de la requête. Donc, si en plus vous faites une relation dans votre modèle ici, que vous tirez un trait vers autre chose où il y a une grosse cardinalité, ça va nécessiter beaucoup de calculs pour réussir à vous sortir le résultat. Donc ça, pour moi, il faut vraiment le mettre en avant pour éviter de faire du mal aux gens qui gèrent vos capacités premium, si vous en avez, ou vos analysis services, parce que c'est plutôt aussi pour analysis services. Je crois que j'ai oublié des choses. Donc, je vous ai mis un petit mot, uniquement des colonnes simples. Voilà, faites des choses simples avec les colonnes calculées. Et idéalement, faites pas de colonnes calculées, utilisez ce mix. Si les itérateurs vous font peur, suivez les formations de SQL BI. Apprenez à les maîtriser, c'est très puissant. C'est pas mauvais pour les performances d'utiliser ce mix par rapport à une somme. Il faut juste l'utiliser correctement. Donc, les colonnes calculées, c'est bien pour vous aider dans votre réflexion, mais dans ce cas-là, attention aux effets de bord. Attention sur calculation group. Allez. Ça vous parle les calculation group? Internet? Résultat mitigé. Oui, j'ai l'impression. Calculation group, c'est quelque chose qui est sorti il y a quoi? Il y a 2 ans. C'est une révolution. Bien plus. Enfin, c'est la révolution avant le composite model. Il y a quelqu'un qui connaît sur Internet. Nicolas Grégory. Nicolas, il connaît. Magnifique. Calculation group, ça vous permet de faire un calcul comme du year-to-date dynamique, des time intelligence par exemple. Time intelligence, vous connaissez? Time intelligence, c'est l'idée de se dire, je prends une. Alors, je vais ouvrir mon fichier d'exemple. C'est de se dire, par exemple, je veux une dimension, je veux un axe d'analyse où je vais pouvoir choisir year-to-date et mes calculs, mes mesures, pour m'afficher le résultat year-to-date. Quand je vais choisir month-to-date, ça va me faire du month-to-date. Quand je vais choisir same period last year, ça va automatiquement me faire que toutes mes mesures, tous mes calculs soient en same period last year. Donc, c'est ça les calculation groups. Et ça le fait sans que vous ayez besoin de faire une mesure qui s'appelle chiffre d'affaires, same period last year, chiffre d'affaires, year-to-date, chiffre d'affaires. Vous avez un modèle avec 1 million de mesures qui n'est pas forcément facile à utiliser, donc ça vous permet d'avoir cette flexibilité-là. Alors, toc, 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 est-ce que j'en ai un qui s'appelle Calculation Group? Voilà, ici. Et du coup, c'était quoi la mission de savoir si ça marchait quand tu le crées sur un modèle composite, ou si c'était persisté depuis un modèle composite, enfin, depuis le modèle auquel tu te connectes? La question à laquelle j'ai voulu répondre, Ouais. c'est ce que ça marche déjà, dans l'absolu, en ayant activé le mode hybride. Beaucoup de warnings sur ton fichier. Non, mais en fait, sur cette machine, j'ai des visuels personnalisés et il n'aime pas ça. Et je n'ai pas désactivé toutes les features de sécurité. Ce qui est la bonne pratique, on désactive toutes les trucs de sécurité pour plus qu'il y ait de messages. Sous le tapis, c'est ça? Surtout. Alors là, j'en ai un, tac, tac, tac. Normalement, j'ai un tac, tac. Voilà, un calculation group, j'en ai un là-haut. Donc, un calculation group, ça ne vous parle peut-être pas parce que déjà, pour le créer, il faut le faire en dehors de Power BI. Il faut utiliser Tabular Editor.
Donc déjà, c'est un sacré frein pour utiliser les calculations group. En vrai, c'est tellement puissant que ça vaut le coup. En gros, vous voyez, j'en ai créé un, donc c'est pas très compliqué, hein, ça ressemble à ça. Alors, vu que tu commences sur les calculation group, il y a une question de Imric. Je suis allé trop bas, désolé. Pourquoi les calculation group ne sont gérables directement dans Power BI Desktop? C'est dommage, ça représente un frein à leur utilisation, comme tu viens de le dire. Absolument. Bah, pourquoi Microsoft n'a pas encore développé d'intégration, ou alors ils ont fait comme le reste de tout le développement, ils laissent la communauté open source gérer pour eux. Au choix. Donc, Peut-être un jour. sûrement un jour, parions que ça va arriver. On voit que c'est extrêmement simple. En gros, ce que j'ai dit, c'est j'ai créé un calculation item qui s'appelle year to date, et je lui ai dit, et c'est ça qui est puissant, c'est le selected measure, que si jamais je coche ce calculation item en tant qu'attribut, on va voir comment ça marche, alors je vais appliquer un calculate date year to date de la dimension date. L'avantage, c'est que si j'avais envie de faire un last period, quoi le truc en DAX, last period, Same period last year. merci, same period last year, same period last year. Si j'ai envie de faire ça, je pourrais juste faire comme ça, same period last year, ça marche ça? Ouais, voilà. Et là, je pourrais dire, dans celui-ci qui s'appelle same period last year, je pourrais dire juste en sélectionnant cette nouvelle, ce nouvel item, same period last year, alors tu me feras ce calcul. Vous imaginez comment c'est puissant? C'est génial. Vous allez pouvoir du coup donner à vos utilisateurs. Je vais l'enregistrer, tant qu'à faire, quitte à risquer de tout casser, autant le faire une bonne fois pour toutes. Et donc maintenant, j'ai un truc qui s'appelle Time Intelligence ici. Donc c'est un calculation group. Ça se représente comme une table avec une colonne. Super sympa. J'ai appelé ma colonne correctement, je l'appelais name. Magnifique. N'hésitez pas à faire des choses qui sont un peu plus jolies que ça. Et j'ai deux attributs, same period last year et year to date. Très rapidement, j'ai donné la capacité à mes utilisateurs de sélectionner un attribut et de changer comme n'importe quel calcul de mon modèle. C'est-à-dire que là, je vais cliquer sur same period last year, paf, le chiffre a changé. Parce qu'il a appliqué le calculé dynamiquement sur toutes les mesures de mon modèle. C'est génial. Meilleure feature du monde. Inconvénient, c'est que là, je l'ai créé localement dans mon modèle. Tout va bien. La question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si j'utilise ça dans un composite modèle? Alors, est-ce que j'ai... Mais tellement. Je tiens à dire qu'il y a plus de réactions sur les calculation groups que sur les composite modèles. Moi, je propose qu'on switch. Que sur les calculation groups. C'est tellement mieux. Alors, et quelqu'un fait une remarque pendant que tu ouvres ton fichier, ça ne vaut pas les field parameters. Enfin, effectivement, field parameters, si vous avez suivi les... Non, c'est pas Tristan. Ne tire pas boulet rouge tout le temps sur Tristan. Alors, on ne va pas en parler, c'est pas le but du meetup, mais effectivement, si vous êtes un peu curieux, field parameters, c'est une fonctionnalité qui est sortie le mois dernier, il y a littéralement un mois d'ailleurs, je crois. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Voilà, donc je vous laisserai un petit peu chercher. Ça ne passe pas les calculations group. Mais c'est vrai qu'on peut les détourner pour en faire à peu près la même chose. Mais ça n'empêche pas le côté, je crée 250 mesures, donc en soi, voilà, c'est là où c'est pas le même périmètre de fonctionnalité. Pourquoi j'ai foutu mon truc? Par contre, c'est vrai, du coup, field parameters, il n'y a pas besoin de sortir de Power BI Desktop. Voilà. Ah ouais. Bah, c'est bien qu'ils arrivent à développer l'outil encore et pas attendre que les... En vrai, les field parameters, ça permet surtout de ne plus avoir à gérer 25 000 bookmarks. Ce n'est pas vraiment les mesures qui vont s'impacter, c'est plus le nombre de bookmarks et de machins bizarres qu'on va faire dans nos vues de rapport. Bon, c'est pas très grave. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Ce qui se passe, là, vous voyez que ça fonctionne très bien. Ce qui va se passer, si je fais un modèle composite par-dessus ce modèle, donc je me lie à un deuxième modèle, que j'ai deux couleurs, le calculation group va fonctionner pour le modèle dans lequel je l'ai créé, mais pas dans le modèle d'à côté. C'est-à-dire que je vais choisir year to date, les mesures qui viennent de mon modèle dans lequel j'ai le calculation group vont être impactées, mais pas celles de l'autre modèle. Ça fait sens d'un point de vue informatique, c'est-à-dire que je comprends que ça ne puisse pas éventuellement se propager dans l'autre modèle. En termes d'utilisation, c'est terrible. Imaginez un utilisateur qui voit un truc avec écrit Time Intelligence, qui coche sur year to date et il y a la moitié du modèle qui change. Et vous faites, oh,
Bon, Ça donc marche pas ton truc. ça marche pas. Donc ça, aujourd'hui, c'est une limitation du calculation group qui est un petit peu gênante. Il y a une solution. La solution, c'est de créer le calculation group au niveau du modèle parent, du modèle qui contient les deux composites modèles. Et ça fonctionne très bien. Vous allez ensuite pouvoir jouer avec votre calculation group et faire en sorte qu'il impacte les modèles, les différents modèles. Mais bon, du coup, ça vous oblige à faire du développement supplémentaire sans pouvoir capitaliser sur ce qui a été fait dans les modèles sous-jacents. Et du coup, si la personne qui avait créé le tout premier modèle avait bien fait les choses, fait des calculation group, tout est bien, etc. Quelqu'un fait un modèle composite. Là, c'est là où ce calculation group, il peut l'utiliser que sur une partie du modèle. Et lui, il va devoir recréer peut-être potentiellement le même calculation group, mais sur le modèle parent. Ce que Voilà. je vous conseille même dans ce cas-là, c'est de ne pas importer le calculation group du premier modèle Du coup, de le laisser tranquille. et de créer le sien. Parce que sinon, ça ferait complètement en confusion. Tout à fait. Tu fais ça, les utilisateurs, tu es sûr d'avoir des tickets tous les jours. Tout est en train de parler des freins. À Absolument. l'usage. Donc on a quand même identifié, à force de faire monter un certain nombre de freins. En vérité, c'est même ceux-là qu'on avait en tête quand on a commencé à construire ce meetup. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la table calculée. Je vous ai dit, je veux créer une table calculée qui soit l'union de mes deux tables employées. Ça fonctionne. Je peux analyser mes indicateurs en fonction. C'est top. Ce qui est moins top, c'est qu'à un moment donné, vous allez vouloir republier ce rapport sur le service. Et en fait, à la publication du rapport sur le service, vous allez avoir un message d'erreur qui va apparaître sur le rafraîchissement du dataset. Si je veux bien ce message d'erreur dit très clairement que le refresh n'est pas supporté dans les datasets en modèle composite qui ont une table calculée. Donc là, j'étais un peu frustrée. Je me suis dit en même temps, le refresh, est-ce qu'il est vraiment nécessaire parce que j'ai deux modèles qui sont en live, donc quelque part, ils vont se mettre à jour et puis c'est bon. Mais en fait, non, puisque comme j'ai recréé cette table calculée dans mon modèle local, elle est figée. Et si je veux qu'elle embarque des possibles modifications de données futures, bah, il faut à un moment donné que mon dataset soit rafraîchi. Donc, on peut utiliser une table calculée, mais on ne pourra jamais la rafraîchir. C'est un peu embêtant. Alors, il y a écrit. C'est bon. Ouais, je suis loin dans les tests. J'ai même essayé de rajouter j'ai rajouté une ligne dans la base de données pour voir ce qui allait se passer en me disant non, mais peut-être c'est un faux message. Et en fait, ça a marché. Et non, en rafraîchissant, ça plante toujours et le volume n'apparaît jamais, sauf si dans Power BI Desktop, je réactualise mon modèle. Du coup, ça marche pas. J'ai calculé les tables calculées au final. Ça marche. Ça marche si tu n'as que des tables calculées qui changent jamais. Aussi. C'est création de poste. Quelqu'un qui va pouvoir rafraîchir le modèle. Très bien. Et ça crée longtemps. Ouais. Donc, si vous cherchez du travail, il y a du boulot dans les Exactement, RPA pour Automate, excellent. Par contre, télécharger. Peut-être. Dur. C'est la mode de RPA en même temps. Limite à 1 million de lignes, alors c'est un peu un type trompeur. Il n'y a pas une limite à 1 million de lignes. En fait, il y a une limite dans le. Je vais rouvrir mon petit truc qui était là. Mon Dex Studio, je l'avais ouvert exprès pour que je puisse argumenter dessus. Si je le trouve. Voilà, la limite à 1 million de lignes, elle est là. Vous voyez qu'il y a plein de choses pour communiquer entre les deux modèles. Ce qui va se passer globalement, c'est qu'il y a un tas de chaînes de caractères qui vont passer pour matérialiser les relations, les filtres et les choses qui sont nécessaires pour que le calcul se réalise sur un des deux modèles ou sur le modèle local. Donc il y a des grandes chaînes de caractères comme ça qui vont passer. Ces grandes chaînes de caractères, elles ne peuvent pas dépasser 1 million de tuples, donc d'éléments. Donc si jamais vous avez une relation qui fait plus d'1 million d'éléments entre une dimension qui se fait dans un modèle et une table de fait dans un autre, ça peut arriver, mais ça ne marche pas. Ou alors, il faut que ça soit suffisamment filtré et que le modèle soit capable d'éliminer un certain nombre d'éléments pour être en dessous d'1 million d'éléments. C'est une limitation qui continue à exister et qui peut être gênante pour plein de cas d'usage. Sur les modèles supply où j'ai des deliveries, par exemple, et ben, les deliveries, j'en ai 20 millions dans des dimensions. Là, je suis obligé du coup de ne pas utiliser ça parce que ça ne marche pas. Du coup, il y a une limite dans le nombre de tuples, mais pas dans le nombre de caractères que peut faire la requête. En effet, le message d'erreur dit 1 million. Après, peut-être qu'à 895 000, s'il y en a beaucoup, il dit non. Je n'ai pas été le compter par contre à la main pour savoir. Bon, non. Les dangers des calculs calculés, j'en ai parlé déjà.
Est-ce que tu veux parler du All Selected? Ouais, en fait, ce qu'on s'est dit, du coup, on s'est dit avec les calculation group et les colonnes calculées que, en fait, l'impression qu'on avait, c'est que tout ce qui était du même modèle était atteignable et que quand on connectait un deuxième modèle, bah, on pouvait les relier, mais il avait du mal à aller récupérer les filtres, à aller récupérer tout ce qui aurait été appliqué dans le premier, et donc ça ne filtrerait pas dans le deuxième. Du coup, All Selected, c'est vraiment ça, en fait, c'est jouer sur les filtres qui sont appliqués dans un modèle pour arriver à construire éventuellement un indicateur. Donc, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe si dans mon premier modèle, j'ai un indicateur qui est calculé avec un All Selected, que je connecte un deuxième modèle et que je veux utiliser cet indicateur-là avec les axes d'analyse de mon deuxième modèle. Est-ce que le All Selected persiste ou pas? Ça marche forcément. Si ça marche pas, c'est vraiment pourri comme ça. Ah merde. Tu peux me remettre sur Sur lequel? Sur le. Je sais pas, peut-être le kilo. Lequel? Table là? Donc, l'idée, c'est que. Il faut ouvert mon modèle order ou pas? Il y avait un deuxième livre, tu en avais deux? Non, mais je crois qu'on n'a pas ouvert order. C'est Mais tu ne vois pas. Okay. Donc, dans mon modèle order, qui n'est pas ouvert, donc du coup, je vous raconte, parce que sinon, on va se prendre tout le message de là. Dans mon modèle order, j'ai calculé. Pourquoi c'est rouge ton truc de external mesure? Là, ça m'énerve, ça va être rouge comme ça. Vas-y, explique. Tu sais que ça t'énerve, comment je fais mon tableau. Il y a un truc, on sent qu'il y a encore des choses à faire. Dans le sens où, vous avez vu comment j'essaie de mitiger mon propos. C'est dur, c'est tout à fait. Merci de le valider en rigolant un petit peu, ça fait du bien. On mixe deux modèles. Il y a un truc qui est arrivé récemment qui est génial. On peut choisir déjà ce qu'on veut apporter de chaque modèle. La première chose quand on fait un modèle composite, maintenant, c'est que ça nous demande de choisir les tables qu'on va importer. Avant, ce n'était pas le cas. On avait tout le modèle qui remontait. On en mixait deux. Il y avait 1000 tables. C'était l'enfer. Maintenant, on peut choisir celle qu'on veut. Ça, c'est bien. Il y a des couleurs pour montrer dans la partie relation à qui appartient les modèles. Ensuite, il y a la question qui se pose quand je suis là dans la partie graphique à droite, comment je sais que les mesures sont dans le modèle sous-jacent ou dans le modèle local et dans quel modèle. Aujourd'hui, on sent que ça se cherche encore un petit peu. Quand on va cliquer sur les mesures du modèle distance, il va y avoir un external mesure qui est quelque chose qui n'est pas documenté. Je n'ai pas trouvé de montrer Microsoft Doc la dernière fois dessus. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent oui, c'est quoi external mesure? Pourquoi il y a des traits rouges en dessous? Parce que Microsoft a décidé que c'était pertinent d'afficher un truc avec un trait rouge aux utilisateurs et de ravaler. Bon, c'est le moment où je reprends les comptes. Voilà, c'est juste pour dire que ça vient d'un modèle distant et ça vous indique lequel avec une formule qui n'est pas encore pas avec un trait rouge dessous. Espérons qu'il y ait une solution un peu plus élégante qui arrive pour voir ça. Donc du coup, dans mon modèle order, j'ai créé une mesure. Donc j'ai mes demandes qui sont ventilées. Donc dans l'exemple que je vous montre là, selon mes dates et mes employés. Et en fait, j'ai calculé un indicateur. Donc là, on n'est que je suis sur un fichier qui est en modèle composite, mais tout ce que je vous montre, ça vient du premier modèle order. Et donc, j'ai un nouvel indicateur qui s'appelle All Selected. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé ces mêmes demandes sur All Selected employé. Mon idée, c'était d'arriver à récupérer le total ici et de pouvoir, en dernière partie, calculer un ratio. Donc, moi, si je l'utilise, ça peut être ce genre de scénario. L'idée, c'est que du coup, donc là, je suis sur mon modèle order, ça fonctionne. Ça fonctionne pareil quand je suis dans mon fichier Power BI et donc quand je suis en live connection aussi. Le truc après, c'est que je disais, on en parlait avec Charles-Henri, je disais, OK, mais du coup, là, je vais ramener mes sales, je vais passer dans un modèle composite. Mes sales, vous vous souvenez, ils sont reliés à toutes mes dimensions les mêmes, et notamment à ma dimension employée. Donc, si maintenant je veux analyser un indicateur, si je veux aller. Pardon, je la refais. Donc, mes sales sont reliés à employés et moi, j'avais décidé de faire une dimension commune qui soit la jonction des deux pour dire j'ai ma dimension employée commune. Donc, du coup, si j'utilise cette dimension employée qui est order, mais qui est aussi sales et que je veux analyser mes demandes avec mon all selected, est-ce que ça fonctionne toujours? C'était ça ma question. Donc, je vais remplacer ici mes employés qui sont en fait dans la dimension employée de mon modèle qui contient le All Selected par
dans un premier temps déjà les employés qui viennent de la dimension employé du modèle sales. Ça, tu peux passer juste là pour que je sur le modèle. Ouais. C'est petit. Ah, mais sinon, là, je vais retrouver un temps. Oui. Du coup, ce que tu dis, c'est que tu veux passer de. Là, j'ai analysé mon All Selected qui est ici, ma mesure qui se base sur le All Selected qui est ici en fonction, il n'est pas là, mais en fonction des employés en bleu qui est ici, pardon. En fonction de celle-ci. Ouais. Voilà. Et ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça fonctionne toujours si je les utilise avec la dimension employé qui est celle du modèle sales et qui est donc le modèle qui ne contient pas mon All Selected. Et qui est pourtant lié à Et ta, qui est à ta pourtant table lié ordre. à l'intégralité du modèle. Même pas du même modèle. Donc, je vais enlever mes employés et je vais prendre ceux des sales. Et déjà, Attention. ça ne marche plus, c'est-à-dire, vous voyez bien que la deuxième colonne au selected est strictement identique à la première commande. Ce que ça veut dire, c'est qu'un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure, le filtre, comme tout à l'heure sur les calculation groups, n'est pas propagé du coup dans le modèle. Et vous voyez que c'est vicieux. Parce que la colonne demande il y a la même table que le sélectif, que ton deuxième mesure. La colonne demande, elle fonctionne. C'est bien uniquement un opérateur en DES. Un opérateur qui joue sur des filtres. Sur les filtres. Mais le haut, lui, fonctionne. Le haut fonctionne. Le haut fonctionne. Le haut sélectif, non. C'est trompeur. Vous avez fait une mesure dans le modèle. Bon, ceci dit, on n'est pas censé mettre des halls sélectifs dans les modèles. Parce que ça a plein d'effets de bord qui ne sont pas forcément agréables. Jouez plutôt avec Keep Filter, c'est mieux. Très bon article. Mais du coup, on a créé une dimension commune qui regroupe les deux. Donc, ma question, c'était est-ce qu'au moins avec ma dimension commune, je vais arriver à régler le problème. Donc, cette fois, je suis dans la dimension employé all, qui est bien la jonction des deux. Déjà, ça va un peu plus vite que quand je vais chercher. Et en fait, non, ça ne marche pas plus. Donc, à ce stade de la préparation du step, on était un peu dubitatif parce que ça voudrait dire qu'il faut recréer certaines choses dans mon modèle local quand je fasse un composite. Et en plus, je vais avoir des mesures qui fonctionnaient dans l'un, qui fonctionnent partiellement, et du coup, que je vais devoir reconstruire. Ça rend presque impossible. Et on comprend du coup pourquoi la fonctionnalité en prévu. J'ai l'impression que je suis critique. Mais en vrai, c'est une fonctionnalité qui est en prévu. C'est normal qu'elle soit en production. Après, vu que c'est une fonctionnalité qui est disponible depuis 2020, c'est ce que l'on disait. Décembre 2020, ça va faire 1 an et demi. C'est plus d'1 an et demi. Du coup, on peut se dire, la preview, ça fait longtemps qu'elle est commencée, c'est peut-être stable. Là, on commence à voir se dessiner un message où il y a quand même des choses qui sont quasiment rédhibitoires. Je ne sais pas pour vous, mais une mesure qui a un comportement imprévisible sur certaines petites choses, ça m'ouvre tellement de problématiques et de questions et de risques en termes d'analyse, parce qu'on peut très bien mettre cette mesure au milieu d'une grosse mesure d'ex quelque part, avoir un effet de bord qui est hyper micro quelque part, et mettre des mois à s'en rendre compte avec des chiffres qui sortent qui sont faux. Donc ce que j'ai fait pour aller au bout de l'exercice, j'ai dit du coup, je recrée ma mesure dans mon modèle local et puis je vais me servir dans mon all selected cette fois-ci de la dimension employé all. Donc je vais vous la mettre ici. Hop, ça on va fermer. Et donc là, pour le coup, sans surprise, en fait, ça marche parce qu'elle est portée par le modèle local et donc on n'a plus cette histoire de filtre qui se perd en fait d'un modèle à l'autre. Voilà, on fait tout en modèle local. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt? Un truc sur le Bien sûr. Et surtout, si on a des problèmes de filtre comme ça, quid de la RLS? Oui, de la RLS. Alors en fait, la RLS était mon grand sujet que je voulais tester. J'ai pas pu aller au bout de la démo parce que j'ai pas pu reproduire le cas de 2 utilisateurs, etc. Mais je peux vous dire, pour l'avoir vu en contexte dans une mission, que la RLS ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'elle fonctionne dans le modèle, le premier modèle. Quand vous allez créer votre modèle composite, vous allez créer vos relations. Et ensuite, votre utilisateur, c'est comme s'il n'y avait pas de RLS. En fait. Donc, il verra l'ensemble comme s'il n'y avait rien. Je n'ai pas pu tester et je suis un peu déçue de ne pas être allée jusqu'au bout. Mais par contre, tout ce qu'on s'est dit avant, pour moi, c'est assez évident en fait pourquoi ça ne marche pas. Je me dis, la RLS, c'est un contexte de filtre.
comme le Selected, comme un autre. Et du coup, je pense que pareil, elle a du mal en fait à se propager Alors, sur le pour deuxième ceux niveau. qui se posent la question, la RLS, c'est un Oui, gros level de ouais, sécurité, c'est ce qui permet de faire de la sécurité niveau ligne dans les modèles, donc ça peut nous permettre de définir finalement les données qu'on veut afficher ou Ça qu'on va veut pas vraiment afficher. être un filtre, en plus en DAX, du coup, et qui va permettre de restreindre le nombre de lignes que l'utilisateur a le droit de voir. Donc, mon intuition, c'est que c'est assez logique au vu de tous les autres cas que ça fonctionne bien. Pour avoir testé, c'est globalement le même comportement qu'on peut voir avec le All Selected. Quand on reste dans le modèle, ça marche. Tout ce qui est en dehors, ça ne va pas marcher. Et pareil, en fait, ton test par rapport au All Selected, ça montre vraiment comment se propagent les filtres. Et du coup, comme la RLS, c'est exactement des filtres propagés en DAX, en fait, le comportement est extrêmement similaire. Et actuellement, il y a quand même pas mal d'articles aussi sur SQLVA qui montrent ça, pour voir les différents cas d'usage. Et il faut rebuild les rôles et c'est pas. Et bah, justement, dans ce projet sur lequel j'étais, où on s'est rendu compte que la RLS ne fonctionnait pas, le premier réflexe, c'était on va refaire l'étape calculée et puis on va faire porter la RLS dessus. Sauf que l'étape calculée, ça n'actualise pas. Voilà. Donc, ça marche pas. Donc, du coup, en fait, ce qu'on commence à sentir, c'est que Microsoft a du mal à faire en sorte que les modèles composites, c'est des modèles distants, enfin, les datasets qu'on a voulu mixer. Du coup, s'ils sont distants, il y a des choses que le modèle parent, celui qu'on est en train de créer en local, ne peut pas voir. Et c'est normal, finalement, parce qu'on ne veut pas qu'il soit tout puissant sur les modèles sous-jacents. Donc, potentiellement, vous êtes un utilisateur. Donc, est-ce qu'un utilisateur peut avoir le droit de voir les requêtes DAX qui permettent de générer de la sécurité sur les modèles sous-jacents? La question est ouverte. Et je pense qu'elle est ouverte chez Microsoft, de se dire jusqu'où je veux aller en termes de présentation de l'information et comment la présenter sans faire une faille de sécurité au niveau des modèles sous-jacents. Et d'ailleurs, quand on se connecte sur le modèle auquel on se connecte, vous avez vu qu'on ne voit pas les tables, on ne voit pas les données, les relations ne sont pas éditables. Et de la même manière, le petit menu qui permet de configurer la RLS n'est pas éditable non plus. Qui après, moi, me paraît tout à fait logique, dans le sens où on n'a pas forcément envie qu'un utilisateur vienne modifier une RLS qu'on a mis en place. Donc là, on n'a pas la main sur tout ça. On a pris l'habitude de faire des conclusions en 2 temps. Je t'avoue que quand je l'ai relue, je me suis dit qu'elle n'était pas tellement en 2 temps. Vous avez été quand même... Je sais pas, il y a 2 smileys différents. Oh, ouais, mais dans le smiley qui sourit, c'est pas si... C'est pas si souris. Donc, on a pris l'habitude des conclusions en 2 temps. Donc, la vraie conclusion positive, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais de cette démo, c'est que quand même, les modèles composites apportent un vrai gain en autonomie et surtout une flexibilité pour les utilisateurs métiers qui vont pouvoir rajouter leur fichier target sans aller demander des modifications majeures dans le dataset de base, etc. Donc sur le gain en autonomie, on était assez d'accord pour dire qu'il n'y a pas de sujet, c'est vraiment... Pour faire parenthèse ce que tu dis, et pour être positif, parce que j'ai l'impression que vous me percevez un peu comme quelqu'un de négatif sur ce sujet, et, pour rajouter un fichier Excel ou un fichier externe pour faire des mappings, des catégorisations, des groupements de choses sur un modèle distant, c'est déjà d'une valeur incroyable. C'est génial. Je ne veux pas que quelqu'un m'appelle pour me dire oui, dans ton modèle, moi je voulais rajouter une catégorie avec A, B, C, D, puis le mec d'à côté, le numéro d'à côté. Non, mais moi j'aimerais bien catégoriser les produits plutôt comme ça. Bah, tu fais bien, tu prends ton fichier Excel, tu l'importes, et puis c'est bon. Ça, c'est déjà une grosse valeur ajoutée. Génial. Et ça marche. Donc en fait, dans le cas simple, qui déjà répond à beaucoup de cas d'usage, Ça marche. ça répond au Google. On est content. Je ne sais pas pourquoi on le dit. Mais il faut être quand même vraiment prudent dans l'architecture et la manière de construire son nouveau modèle parce que vous l'avez vu, parfois on va créer une table calculée et puis on va se prendre un message d'erreur. Parfois il va y avoir cette histoire de fil qui ne se propage pas, il y a peut-être des indicateurs qui vont pas marcher. Donc il faut être vraiment prudent dans la manière de composer en fait ce modèle composite. Et il y a quelque chose sur lequel on n'a pas vraiment insisté, mais il y a aussi de faire les bonnes relations et d'être sûr que ces relations vont bien matcher et que vous n'êtes pas en train de joindre 2 champs qui n'ont rien à voir ensemble. Ça fait un gros produit cartonnier. Encore une fois, si vous tournez sur des capacités premium ou sur des analysis services, si vos relations ne sont pas bonnes, mettez à mal les infrastructures qui tournent derrière. Dans Power BI Premium Gen 2, ça induit du retard du délai pour l'ensemble de la capacité et vous avez vraiment un effet sur l'intégralité des utilisateurs de la même capacité premium que vous.
Ou s'il y a du V-Core, du V-Scale activé, enfin l'autoscale, vous avez des coûts supplémentaires qui sont générés. Donc bon, faites attention. Je te laisse la conclusion. Vraiment, c'est toi la conclusion, pas content. Ouais. Mais donc, déjà, premier warning, c'est toujours en preview, ça fait 1 an et demi, c'est toujours en preview, ce qui veut dire que, je ne pense pas que ce soit le cas, mais si Microsoft décidait de revenir dessus et qu'il n'y ait pas de modèle composite, ben, tout ce que vous aurez fait, il n'y a pas de support, comme on l'avait dit au début. Donc, ça, c'est un warning aussi. C'est une preview. Globalement, une preview, ça ne s'utilise pas en production. Voilà, c'est le message. Et ça fait sens. On a tellement confiance des fois dans les outils, surtout dans Power BI, qui est un outil qui est incroyablement bien fini sur plein d'autres réseaux, sur plein d'autres sujets. On a confiance, on se dit je vais activer la petite croix et puis je vais pouvoir faire des choses. C'est une preview. Normalement, ça part pas en production. C'est tentant parce que ça apporte des grosses valeurs ajoutées. Et pour pas que ça parte en production, ils ont sorti, je pense que ça date d'il y a quelques semaines, une nouvelle fonctionnalité au niveau du service cette fois et au niveau de l'administration Power BI qui va permettre en fait aux administrateurs du Power BI de ne pas autoriser la publication des fichiers qui sont en modèle composite. Donc, ça dit des choses aussi, quelque part. Et On doit avoir les tickets. Hein. Ce qui fait qu'on est, enfin, moi, en tout cas, je partais un petit peu avec l'envie d'aller sur les modèles composites et de faire le meet-up pour me dire oui, tu peux y aller, et c'est bon, il y a deux Surtout, trucs. surtout qu'on avait déjà fait le meet-up il y a quelques années. Il y a une année. Et on avait déjà vu une partie de ces limitations. Alors on nous a dit, il y a la V2 qui est sortie, ça va être le feu, c'est génial. Et puis après, on a testé un. Et aujourd'hui, on n'est pas sûr. Bon, c'est un peu une conclusion mitigée, mais. Il y a des choses qui sont sympas. Hein. Ça va plus vite globalement parce qu'ils ont mis du parallélisme sur les requêtes qui sont envoyées. Il y a plein de choses qui sont cool, mais il reste un choix des choses qu'on n'a pas. Ça, c'est top. C'était génial. C'est vrai que du coup, on n'a pas montré, mais effectivement, rien pour pouvoir choisir de ramener qu'une partie du modèle, c'est assez. Ça reste quelque chose qui a besoin d'amour de Microsoft et donc tant que ce sera pas. C'est pour ça que c'est encore en prévu. Soyez pas sûr. Et il faut vraiment se rendre compte de la complexité de cette fonctionnalité. Ils travaillent dessus, pour ainsi dire, depuis quasiment la création de Power BI, c'est plus de 5 ans. Là, ça fait du coup depuis décembre 2020 que la fonctionnalité est sortie en préversion. La première mise à jour de cette V2, c'était il y a 10 mois. Donc, vraiment 8 mois, 9 mois après la création de la feature. Donc, vous voyez, ils ne sont pas pressés. Mais à mon avis, c'est que ça doit être surtout compliqué à gérer derrière. Alors, c'est qu'il y a des gros changements qui sont. Ouais. Donc voilà, c'est pas anodin, ça va dans la bonne voie, mais il y a encore des freins. Je ne sais pas si vous l'utilisez du coup, je refroidis, mais. Si vous avez des questions, oui. Moi, j'ai une question, parce que justement, dans certaines directions métiers, il y a des business analysts qui sont dans la main du Power BI, qui nous voient bien. Ils ont 2 datasets de données, nous on a développé des cubes ou analyse service, ou à la limite des datasets de Power BI, auxquels il y a du RLS, parce que justement, chacun voit son périmètre. Normalement, la RLS va sauter, si j'ai bien compris. Elle ne va pas se propager correctement. Ouais, elle va rester en fait, il y a l'étape du modèle principal. Donc, juste pour être sûr que la question soit c'est au cas où, je vais demander si c'était entendu, mais je vais la répéter au cas où. Donc là, la question, c'est de comprendre sur comment marche la RLS finalement sur 2 modèles sur lesquels on oui, parce qu'on a fait des fois, on a développé un modèle desktop d'un côté, un modèle logistique, ou les achats de l'autre. Ils veulent le mixer. Voilà. Au mieux, on les accompagne pour vérifier les cartes vérité, pour une modélisation, pour avoir du NN. Ouais. Est-ce qu'après, c'est suffisant? Là, en fait, ce qui se passe, moi, ce que j'ai pu voir dans des tests, c'est que l'ARLS sur chaque modèle va rester la même. Donc, on ne va pas régresser là-dessus. Par contre, par exemple, admettons qu'on a une RLS sur une dimension pays, que le pays soit un axe d'analyse commun, un peu comme la dimension employée tout à l'heure. Là, en fait, ça restera, la RLS, en fait, marchera que dans l'un des deux. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que notamment, on va pas, mettons, c'est un axe commun, donc on a les 2 tables, une dans chaque modèle, on ne va pas mettre les 2. Ouais. Et en fait, du coup, il y a une RLS qui va marcher et l'autre qui va plus marcher, puisque du coup, elle était peut-être déjà configurée sur l'autre table. Et en plus, la première ne va pas se propager aux tables de l'autre modèle, avec la relation avec les petits crochets là qui est différente. Comme ça a été montré sur le All Selected, où on voyait que les filtres ne passaient pas, quoi. Ça n'était pas identifié. Et
Charles, on parlait tout à l'heure d'un meet-up qu'on avait fait juste à la sortie en fait, du modèle composite. Donc, dans ce meet-up-là, moi, je n'avais pas testé la RLF, j'avais testé les rôles. On avait 2 cubes et on avait des rôles dedans. C'est un peu différent parce que du coup, il n'y a pas cette histoire de filtre et de date. Et c'est le croisement de ces 2 rôles, pour le coup, ça marchait mieux que la RLS. Mais on voyait aussi que c'était plus un masquage de certaines choses pour l'utilisateur. Il avait toujours le grand total, par exemple. Donc j'ai tendance à penser quand même que la conjoncture des deux, ça fonctionne pas. Globalement, je pense qu'il est quand même urgent d'attendre. S'il y a possibilité d'attendre un petit peu, Mais justement, Laurent on doit ne rien peut faire. pas les empêcher, à moins de maintenant, à la capacité de dire, on décoche, pour ne proposer, parce qu'en attendant, ils le font en local, sans publier. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont sorti la fameuse. Ça limite les dégâts. il faut communiquer pour dire attention, cette fonctionnalité en préversion. Ouais. Après, à première vue, ça ne met pas un risque. Ça n'affiche pas des données non voulues. Oui, c'est Ouais. ça. Non. Donc, c'est déjà le moindre mal. Et le fait que ça reste en local, ça ne fait pas tous les impacts de performance s'il y avait des produits cartésiens ou des mauvaises relations qui ont été mises. Donc ça limite vraiment quand même le down de ça, quoi. N'hésitez pas si vous avez des questions, je l'ai aussi dit dans le chat, hein, donc n'hésitez pas. On a encore quelques Une temps. question, justement. On a une. Quand on passe du coup en modèle composite, vu qu'on ne peut plus revenir en arrière, si on ouvre un nouveau tableau Power BI et qu'on ouvre l'éditeur Power Query dans les deux, qu'on fait un copier-coller des requêtes à gauche dans le nouveau tableau Power Query, est-ce que du coup on pourrait faire une sorte de rollback en donnant copie non visuelle? Alors, il y a pas nécessairement de Power Query derrière le modèle email. Si je viens dans Power Query ici, je vais avoir une table. C'est celle qui a été importée localement. Je pense que la question, c'est est-ce qu'on peut récupérer tous les visuels, enfin toute la page du rapport? Je pensais en fait qu'on allait voir les requêtes. Non. Ah non. Ouais. Ouais, c'est ça le trick. Non. Après, pour les visuels, en effet, on peut faire un clic CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V et puis aller le coller de l'autre côté. Mais Et- par contre, tout ce qui est requête, c'est pas amené justement, c'est distant sur le dataset distant. Mais aussi, je me suis posé la question, est-ce qu'il me faisait une sorte de pointage juste d'un dataset? Ok, une question qui va arriver en cours d'écriture. Ah, c'est un peu long. Bon, on va s'arrêter alors. Si quelqu'un d'autre a une question, voilà, ça donne le temps d'écrire. Du coup, dans les modèles composites, on ajoute un fichier Excel. Si on vient le publier, on peut le publier que dans son espace personnel, dans un autre. Dans le Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en live production, quand on republie un rapport republié, on republiait que la partie rapport, on ne publiait pas de nouveaux datasets. En modèle composite, quand on va publier n'importe où, n'importe quel workspace, on va republier un dataset, puisqu'il est hybride. Et la seule chose, c'est que il faut que le fichier Excel soit rafraîchi. Parce que, voilà. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser aussi les objectifs de Power BI Service. Les goals sur ça, Oui, faut essayer. Je n'ai pas essayé un peu, mais je pense que si. Ouais, parce qu'effectivement, on va chercher dans les rapports ou dans les datasets, donc jusqu'à priori, on va pouvoir aller. On demandera au Strasbourgeois s'il répond à la question. Bien vu, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. C'est un data pour vieille, c'est un dataset de maison. Donc, Ça marche. Ce serait étonnant. Question, est-ce que ça fonctionne sur les data flow et les data mart? Datamart, les datamart fonctionnent déjà. Le data mart, il crée un dataset, donc c'est possible. Il pas le data flow. Tu as décidé d'être négatif. Là, je fais une blague sur le fait que la feature datamart déjà était vraiment pas finalisée. Donc, du coup, on parle de la feature datamart qui est sortie il y a pas longtemps. Elle aussi, elle en fait mais encore plus que ça. Ouais, mais par contre, les data flow, non. Oui, mais ils sont pas. Mais Est-ce que ça marche est-ce que Oui, ça- mais Dataflow, c'est pas un. c'est pas un dataset, donc du coup, non, les dataflows, c'est autre chose. Dataflow, c'est l'exposition de table directement via du Power Query. Ouais, très bien me dire, bon, voilà, j'ai un data flow de vente, je veux rajouter mes objectifs, enfin mon commercial doit rajouter Bien mes sûr. objectifs. Mais du coup, on est sur un modèle en rapport. Bah, du coup, c'est un modèle. C'est juste un modèle. en rapport avec des dataflows. C'est une façon de mutualiser les dimensions et l'étape de fait avec un modèle chargé dans les dataflows et un modèle. Mais les objectifs sont un peu différents. Là, notre objectif, c'est de ne pas refaire le développement des datasets. La partie jeu de données. Donc, là, on est bon, ceci dit, en conclusion positive. Ça reste il y a beaucoup d'avenir sur ce produit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Et cool. C'est la question.
Non, mais à la limite, peut-être, je ne sais pas trop ce que ça va donner Là, t'as activé le micro ou pas? Et ouais, il est là. Pardon, non, mais les haut-parleurs. Ouais. Ça s'entend? Alors, allez-y, dites-la à l'oral la question, Émeric. Voilà. Ça part. Pour être sûr qu'il n'y aura pas d'écho, en fait, sur tout ça, moi, mon point. Allô, est-ce qu'on m'entend? Nous, on vous entend ici, oui. Ok, parfait. Donc du coup, c'est juste que c'était un petit peu plus long à écrire. Rapidement, en fait, chez un client, du coup, on a en fait pas mal de thématiques différentes. Donc il y a des appels, des incidents, etc. à gérer. Donc il y a certains jeux de données qui peuvent être assez volumineux, des fois des milliards de lignes, mais ça, c'est pas tellement le problème. Le truc, c'est que je suis intervenu chez eux notamment pour mettre en place quelques bonnes pratiques. Et bon, ils avaient notamment la fichue habitude, pardon, de finalement créer des datasets pour chaque rapport. Donc on peut imaginer le bazar que ça peut être et on a un petit peu synthétisé tout ça. La question qu'on s'est posée, c'est à la fin, est-ce que la meilleure méthode, ce serait pas de créer un dataset par thématique, par exemple un dataset incident, un dataset, etc. pour les appels et quoi que ce soit. J'en avais parlé notamment avec Tristan de ce sujet-là. Et on s'est posé la question, est-ce que ce serait intéressant d'avoir plein de datasets éclatés, par exemple une dizaine, et après de les reconnecter en composite, enfin en modèle composite. Concrètement, la réponse assez rapide que j'ai eue finalement, c'est on va éviter. C'est pas forcément la meilleure approche. Et donc du coup, c'est une question qui est un petit peu, on va dire, décalée par rapport au sujet. C'est dans cette situation, on a plein de thématiques différentes et on sait que assez souvent, elles sont croisées entre elles. On croise par exemple les appels avec incidents parce que du coup, il y a un croisement entre les deux, tout ça. Est-ce qu'on est plutôt dans l'optique de faire un énorme big golden dataset où il y aurait toutes les tables de faits, étapes de dimension, quitte à ce que ça fasse un peu lourd, sachant que c'est une capacité premium, ou est-ce que c'est préférable, et c'est ce qu'on a mis en place, de créer en fait des datasets par thématique, mais toutes les thématiques qui étaient rejointes finalement, on les rajoutait par des tables de faits ponctuelles, donc un dataset qui pouvait avoir 2-3 tables de faits par-ci, un autre avec 4 tables de faits par-là. Je suis désolé, c'est un peu long comme question, mais j'espère que j'ai été assez clair. C'est hyper clair. Et c'était un peu l'esprit de cette slide-là que j'ai réaffichée. Et on veut faire ça. On veut faire ça. On ne veut pas faire le modèle géant. Il est sexy sur le papier, dans les faits, il est difficile à actualiser, il est difficile à sécuriser, il est difficile à maintenir. C'est-à-dire que quand on va vouloir rajouter une colonne, eh ben, ça va être une tannée parce qu'on va être 8 sur le fichier, sur le modèle, sur le PBX, sur le modèle .bim. Donc, le modèle géant, c'est clairement une solution où on voit vite les limites, surtout s'il y a du volume. La meilleure solution, ce serait un modèle composite qui marche. Aujourd'hui, on n'a pas le modèle composite qui marche comme on voudrait. Donc, ce que tu as mis en place, c'est clairement la seule chose qu'on ait à disposition aujourd'hui. Ok, ouais, c'est la seule approche. Ok, d'accord, très bien. Agrémenter chaque modèle des choses qu'on va vouloir capitaliser à droite à gauche en se basant sur un data warehouse ou une base SQL souvent, et demain des Power BI Data Mart sûrement solides, qui nous permettront de minimiser cet effort de ramener la table dans le bon niveau. Mais l'idéal, on est d'accord, ce serait de pouvoir vraiment capitaliser sur cette notion de dataset et de faire des datasets multi-datasets qui fonctionnent. Ouais, donc c'est utopique aujourd'hui, mais potentiellement dans 1 ou 2 ans, pourquoi pas avoir un truc où il y a quasiment plus de limitations et où ça avance, quoi. Mais pour l'instant, ok, bon, ça marche. Super, merci beaucoup. Moi, j'espère parce qu'on a un paquet de projets qui ont dit t'inquiète pas, ça va arriver. Ah ouais, je connais bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit sur le chat, à distance ou ici? Vous êtes rassasiés de réponses? Oui, ça c'est une autre manière de se rassasier. Parfait. Et bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Merci à ceux qui sont connectés. Merci à ceux qui sont venus. On va pouvoir continuer d'échanger un petit peu ensemble. Moi, je vais arrêter l'enregistrement. Vous pouvez remettre vos caméras et faites n'importe quoi si vous le souhaitez.